Bonjour, chers Gatinois, chères Gatinoises. Je suis Olive Kamaniana, conseillère municipale de la ville de Gatineau. Bienvenue à ce 4e épisode de mon podcast sur le centre-ville de Gatineau. Comme vous le savez, mon intérêt pour le centre-ville de Gatineau est à la fois citoyen, politique et scientifique. Comme citoyenne, depuis la fusion, mes taxes sont utilisées pour donner ardeur à notre centre-ville situé à Hall. Comme politicienne, membre du conseil municipal, j'ai questionné avec impatience le leadership que je qualifie de leadership patient, et cette patience devient excessive car elle est entourée par un manque d'une vision claire de notre centre-ville. Comme scientifique, je suis inquiète de l'approche utilisée pour coordonner des actions, surtout que ces actions sont en miettes, peu basées sur les données pour que notre centre-ville soit prospère. J'aimerais que le centre-ville de Gatineau soit un réel noyau qualifié comme un repère, source de stabilité et de cohérence pour la grande ville de Gatineau. Je crois fortement au rôle que joue un centre-ville pour une grande ville comme Gatineau. Certains scientifiques définissent le centre-ville comme un noyau de la cité. C'est un lieu spatial qui a une capacité unificatrice et intégratrice pour les secteurs qui l'entourent. Gatineau est la 4e ville en importance au Québec, après Montréal, Québec et Laval. Gatineau est la ville la plus importante de la région administrative de l'Outaouais. Gatineau forme, avec Ottawa, la région de la capitale nationale du Canada. Ottawa-Gatineau est la 4e agglomération du Canada, après Toronto, Montréal et Vancouver. Depuis la fusion des années 2000, les Gatinois et Gatinoises cherchent encore à s'émerveiller devant notre centre-ville. Situé à Hall, les résidents et la population des 4 coins de Gatineau veulent s'approprier de leur centre-ville. Mais qu'est-ce que ça prend pour s'en émerveiller? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir la conversation avec M. Gérard Baudet, urbaniste émérite et professeur titulaire de la faculté de l'aménagement à l'École de l'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. M. Baudet est co-directeur de l'Observatoire de mobilité durable. Il est membre de l'Observatoire Inouï Cambridge du développement urbain et immobilier. Bonjour, M. Baudet. Bonjour. Selon vous, M. Gérard Baudet, qu'est-ce que ça prend pour que les citoyens des 5 coins de Gatineau s'émerveillent devant notre centre-ville? Oui. Je dirais que la première chose pour pouvoir discuter du centre-ville de Gatineau, il faut comprendre la situation très particulière dans laquelle vous vous situez. En termes de taille de population, en termes d'organisation, si on ne prend que Gatineau, on pourrait dire Trois-Rivières, Chicoutimi, Sherbrooke, on est à peu près dans les mêmes eaux. Mais c'est pas du tout le cas parce que vous faites partie d'une agglomération transfrontalière Tout à fait. qui est capitale d'un pays par ailleurs et qui a une histoire relativement longue. Bon, de ce côté-ci, tout débute vers 1800 avec Philémon Wright. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on désigne actuellement comme le centre-ville de Gatineau, ça a d'abord été le centre-ville d'un faubourg d'Ottawa. Parce que le développement des 2 côtés de la rivière était fortement intégré, même si c'est 2 provinces, 2 municipalités, il en reste pas moins que l'urbanisation s'est un peu contrefichée des découpages administratifs. Donc, on a une urbanisation qui s'est déployée sur les 2 rives. Ottawa a pris la préséance parce que c'est devenu la capitale du Canada. On le voit d'ailleurs quand on compare les 2 centres-villes, celui d'Ottawa est à un niveau supérieur. Là. Si on hiérarchise en termes de taille, de type d'activité offerte, la gamme commerciale constitutive des 2 centralités, on voit bien qu'il y a un écart assez important. D'autre part, il faut aussi comprendre qu'il y avait sur le territoire de l'actuel Gatineau des municipalités autonomes qui avaient leur propre centralité à l'époque. Donc, c'est Elmer, c'est Masson, c'est Gatineau. Ouais. Et par ailleurs, dans les années 60-70, il y a d'autres types de centralités qui ont commencé à émerger, notamment les pôles commerciaux. Oui. Des 2 côtés, autant du côté d'Ottawa que du côté de Gatineau. Donc, quand on parle de centralité, c'est une centralité qui est multiple, très fortement hiérarchisée. Et donc, la question qu'on doit se poser quand on réfléchit à l'avenir du centre-ville de Gatineau tel qu'il est défini dans les documents d'urbanisme, c'est quelle place occupe-t-il
ce centre-ville dans l'organisation des centralités de l'ensemble de l'agglomération d'Ottawa-Gatineau? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Et il y a eu, au début du 20e siècle, Gustavio Giovannoni, qui est un urbaniste, architecte, ingénieur italien, qui s'intéressait aux centralités historiques traditionnelles en Europe et qui avait dit, la grande question qui se pose dorénavant, parce que nous allons vers des modèles d'urbanisation qui sont des modèles d'agglomération et non pas de villes traditionnelles, c'est quel rôle ces centralités traditionnelles vont-elles jouer à l'avenir? Dans un contexte où il y a d'autres centralités qui vont émerger, où il y a des concurrences qui vont émerger sur le territoire et où la centralité telle qu'elle a été assumée pendant longtemps, elle n'est plus là, elle n'est plus tenable. Et donc, comment penser cette centralité dans l'avenir, mais à partir du moment où elle s'insère dans une structure hiérarchisée de centralité. Ouais. C'est pour ça que je disais que quand on parle du centre-ville de Gatineau, il faut comprendre qu'on est un peu subordonné à l'autre centre-ville de niveau supérieur qui est celui d'Ottawa. Et on est évidemment à un niveau supérieur par rapport aux centralités des anciennes villes qui ont été fusionnées. L'autre élément qui est aussi important, c'est la définition du territoire dit du centre-ville. C'est assez gigantesque. Exactement. Même à l'échelle de Gatineau, même avec la population de Gatineau, votre centre-ville, qui va jusqu'au secteur du casino, il est, à mon sens, un peu démesuré. Il est peut-être un petit peu... On a eu le même problème à Montréal, où on a défini dans les années 70-80 un centre-ville qui est beaucoup trop vaste par rapport à ce que devrait être le centre-ville de Montréal pour une population d'1 million et quelques et pour une agglomération de 4 millions. Donc, pour moi, ça vient causer un problème additionnel dans la définition du centre-ville, c'est-à-dire son assise territoriale. Exact. Et en même temps, cette reconfiguration-là que moi j'appellerais reconfiguration du centre-ville est beaucoup plus aménagement du territoire que appartenance sociale, si je peux dire comme ça. C'est pas nécessairement une reconfiguration qui définit l'identité. Donc, c'est aussi ça. Alors, quand je vous posais tantôt la question, comment faire pour qu'on puisse s'émerveiller devant notre centre-ville, la question revient aussi, est-ce que la personne de Masson-Angers ou la personne qui vit à Hull ou la personne qui vit à Elmer comprend le centre-ville de la même façon que le fonctionnaire ou le plan particulier d'urbanisme qui définit les territoires du centre-ville? Bien, il y a effectivement le rapport à la centralité tel que défini par des urbanistes, par exemple, qui ont certaines intentions par rapport au devenir du territoire. Et les citoyens, je pense que si on demandait à beaucoup de gens de Gatineau où est le centre-ville de Gatineau correspondant au vieux hall, on serait sur un territoire pas mal plus petit que celui qui a été retenu par la ville. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi dont il faut tenir compte, c'est que depuis 20-25 ans, les banlieues sont devenues de plus en plus autonomes. Les banlieues ont de plus en plus de services, les banlieues ont de plus en plus d'activités. Et ce qui fait que le rapport au centre-ville se modifie dans la mesure où ce qu'on attend du centre-ville, c'est de plus en plus une exclusive. C'est de plus en plus quelque chose qu'on n'a pas chez soi. Alors, comme ce qu'on a chez soi grossit, se consolide, mais évidemment, il en reste moins pour le centre-ville. Le centre-ville doit jouer sur une plateforme ou un échiquier qui est de plus en plus petit, parce qu'effectivement, bien des choses qu'on trouvait avant au centre-ville, maintenant on trouve chez soi. On le trouve à proximité de chez soi. Donc, ça vient changer la donne du rapport au centre-ville. Par rapport à ça, évidemment, la première question qu'on doit se poser, c'est quelle est la vision qu'on a du centre-ville, c'est-à-dire quel est son rôle dans l'agglomération. Qu'est-ce que le centre-ville a à offrir aux citoyens qui justifierait qu'on s'y déplace? Bon, si on prend la question de l'emploi, ça, c'est assez simple. Les emplois qui sont là n'ont pas le choix. Si on veut être sur cet échiquier-là, ben, il faut aller travailler là où les emplois sont. Ça, c'est la première chose. Mais encore là, la pandémie a changé la donne. Le télétravail fait que le rapport au centre-ville, pour les gens qui travaillent au centre-ville, est moins intense qu'il l'était. Tout à fait. C'est 3 jours par semaine au lieu de 5 jours par semaine. Les habitudes de consommation ont changé aussi. On sait, par exemple, que les gens qui travaillent à la maison vont avoir tendance à faire d'autres activités pendant ces journées-là. Par exemple, aller magasiner au centre commercial, alors que quand on travaille 5 jours au centre-ville, ben peut-être qu'on s'attarde dans les boutiques près du centre-ville avant de retourner à la maison. Là, maintenant qu'on est à la maison, on va peut-être avoir des pratiques de consommation qui sont un petit peu plus rattachées au domicile. Donc, ça aussi, ça change le rapport au centre-ville. Mais pour le reste,
c'est beaucoup la question des activités, notamment les activités ludiques, les activités culturelles, et je dirais inscrites dans une ambiance particulière. Parce que le centre-ville doit offrir une expérience, pas juste des services, pas juste des commerces. Le centre-ville doit porter une ambiance. Et je dirais que malheureusement, Gatineau, vous avez été particulièrement éprouvé par les grandes opérations des années 60-70. Le secteur autour ici de la Maison du Citoyen, c'est assez malheureux comme expérience d'urbanisme. Il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'on vit une expérience agréable. Tout à fait. Et ça, c'est un héritage qui est très lourd à porter. C'est un héritage qui est malheureux. C'est une façon de faire des années 60 répandue partout en Amérique du Nord et ça a donné à peu près les mêmes résultats partout. C'est effectivement des milieux qui ne sont pas conviviaux du tout, qui sont surfréquentés par l'automobile et où la place du piéton et la place du déambulateur n'a pas été vraiment réfléchie, ce qui fait que c'est une expérience qui est souvent désagréable. Je donne un exemple, le rapport entre les grands immeubles, les grands complexes immobiliers et la rue. Pour un piéton, il n'y a rien de très réjouissant. Il n'y a rien de très emballant là-dessus. Puis je dirais, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des nouveaux immeubles, des nouveaux ensembles qui ont été construits dans le même secteur au cours des dernières années, notamment le long du boulevard de Maisonneuve. Et on perpétue cette pauvreté du rapport entre les projets immobiliers et le domaine public. C'est encore mal assumé, cette histoire-là. La place du design urbain dans la définition de l'espace de la centralité pour créer une expérience, justement, et non pas juste offrir des logements ou offrir des services, c'est encore très mal assumé. Tout à fait. Et surtout, vous touchez un bon point parce que nous avons vu au fur des années cette réalité-là des années 70-80 que vous parlez, mais c'est ajouté les années de fusion dans les années 2000, ce qui n'a pas allégé les choses ou, je vais le dire comme ça, le mot, c'était des fusions forcées par la loi. Ce n'était pas une fusion volontaire issue de la population ou des gens locaux qui ont décidé de se fusionner eux-mêmes, mais c'est ajouté encore une fois, comme vous l'avez dit aussi, la période de la pandémie COVID. Alors, tout ça mis ensemble, est-ce que nous sommes encore à penser que pour construire ce noyau du territoire qui est autour de la ville de Gatineau fusionné, est-ce que les plans particuliers d'urbanisme, le PPU, comme on les dit, vous les connaissez, c'est votre domaine, est-ce que vous pensez que c'est encore pertinent de se baser sur ces outils-là où nous devrions encore revenir, vous l'avez dit aussi, pour repenser la vision 2030-2050 pour ce que c'est le centre-ville d'une grande ville comme quatrième ville en importance, c'est la ville de Gatineau au Québec. Est-ce que vous pensez qu'on devrait revenir et repenser comment justement définir cette vision? Avant d'aborder la question des PPU, je voudrais juste revenir sur la question des fusions. Il faut comprendre que dans les années à partir de 1947-48 jusqu'au début des années fin 70, début 80, il s'est passé un phénomène majeur en Amérique du Nord et en particulier au Québec, c'est ce que j'appelle la grande évasion résidentielle. Les gens, tous ceux qui en avaient les moyens voulaient quitter les quartiers centraux. Les quartiers centraux avaient mauvaise presse. Gatineau, évidemment, était un milieu fortement industrialisé avec toutes les conséquences sur l'habitat, sur la qualité de vie, etc. Et donc, il s'est passé ici la même chose que dans toutes les autres villes du Québec. Les gens qui en avaient les moyens ont quitté. Et la question de la problème des fusions, c'est qu'on a dit à ces gens-là, ce que vous avez quitté, maintenant, vous allez être réintégré dans cette municipalité-là. Et c'est pas par hasard que le nom de Hall est disparu. C'est pas par hasard que le nom de Chicoutimi est disparu. Je pense qu'on voulait atténuer l'impact de la fusion sur l'imaginaire des gens. Parce que les gens avaient délibérément abandonné Hall, délibérément quitté Hall. On voit notamment je suis tombé par hasard sur un article du journal La Patrie début des années 60, et ce qu'on dit de Hall, c'est épouvantable. Je veux dire, c'est presque un appel à raser la ville, tellement qu'on a un regard qui est péjoratif sur la ville. Et donc, les fusions avaient un intérêt. Nous, du point de vue urbanisme, on trouvait que l'intérêt, c'était de casser
les dynamiques d'opposition et de concurrence entre les villes, où les promoteurs immobiliers finissaient toujours par avoir gain de cause parce qu'ils jouaient les villes les unes contre les autres. Ça a été épouvantable comme résultat partout au Québec. On a construit toutes sortes de choses là où on n'aurait jamais dû les construire, mais c'était du chantage que les promoteurs faisaient et les municipalités étaient un peu coincées à cause de la fiscalité, à cause du laxisme des élus. Et donc, les fusions nous apparaissaient comme une manière de réduire l'emprise des promoteurs sur les conseils municipaux en disant, bon, ben maintenant, vous allez jouer à l'intérieur de l'échiquier. Vous ne pouvez pas faire du chantage d'un élu contre l'autre élu. Ça n'a pas toujours donné les résultats qu'on attendait, malheureusement, mais c'était un des intérêts. Mais je comprends les gens qui s'étaient réfugiés dans des municipalités où on avait l'impression d'avoir un certain contrôle sur ce qui se passe, d'avoir assez mal reçu les fusions forcées. Et d'ailleurs, c'est le même genre de dynamique à laquelle on assiste présentement dans toute la question de la densification. Absolument. Le refus de la densification, c'est aussi ça. Ouais. C'est d'avoir l'impression qu'on vient nous déposséder du contrôle qu'on a sur notre environnement. On pourra parler plus longuement de la densification et de son intérêt et de ses enjeux, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire des gens qui ont l'impression qu'ils perdent le contrôle sur leur milieu. Et donc, pour que les gens d'un peu partout se sentent concernés, il faut vraiment que le centre-ville ait quelque chose à offrir qui soit très attrayant pour justement aller à l'encontre de tous ces imaginaires qui se sont construits. Tout à fait. Pour revenir sur les programmes particuliers d'urbanisme, d'abord, la première chose à rappeler, là, je pense que dans la loi, on a changé le terme, mais on parlait d'un plan d'urbanisme et d'un programme particulier d'urbanisme. Et la différence entre le plan et le programme, elle n'est pas banale du tout. Le plan, c'est une image qu'on donne aux gens en disant, ben voilà ce vers quoi nous devrions tendre. Voilà le genre de milieu qu'on aimerait voir émerger éventuellement sur un horizon de 10, 15, 20, 25 ans. Tout à fait. Le programme particulier urbanisme, c'est une manière de dire, et par ailleurs, pour certains morceaux du territoire, nous aimerions aller plus loin. Nous aimerions faire davantage et nous pensons comme municipalité qu'il est de notre rôle de devenir un acteur de premier plan pour ces portions du territoire. On ne peut pas attendre que le marché règle le problème, on ne peut pas attendre que le marché livre la marchandise. Il y a nécessité qu'on agisse pour, un peu comme levier pour donner le ton. Par exemple, si on pense que dans un secteur, il y a lieu de réfléchir à toute la question du domaine public, les rues, les ruelles, les places, les passages piétonniers, etc., pour donner une certaine image et une certaine cohérence au territoire, ben à ce moment-là, on inscrit ça dans un programme particulier d'urbanisme. La ville s'engage à faire la planification détaillée, mais la ville aussi devrait s'engager à poser des gestes, faire certains investissements qui donnent le ton pour dire aux promoteurs, voilà, là, nous faisons notre part, nous apportons au territoire ce que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'un projet urbain, c'est pas une affaire de promoteur immobilier. Un promoteur immobilier fait du projet immobilier. Le projet urbain, c'est la ville. C'est la ville qui doit assumer le projet urbain. Absolument. C'est plus large. Ça repose beaucoup sur le domaine public, donc tout ce qui est l'espace collectif par définition. Et c'est là qu'on ajoute des qualités au projet immobilier. C'est là qu'on encadre de manière plus spécifique les projets immobiliers pour les rendre plus satisfaisants. Et donc, le programme particulier d'urbanisme, c'est une manière de dire, voilà, pour ces territoires-là, pour ces morceaux, il faut faire autrement, il faut faire plus, il faut forcer le jeu un petit peu plus, ou il faut corriger des lacunes énormes dont on a hérité, et ce ne sont pas les promoteurs qui sont capables de faire ces choses-là. Nous prenons un engagement, et ensuite, on aura donné le ton, et pour tous les promoteurs qui sont intéressés à jouer le jeu, ben on leur dit, vous serez bienvenus. Mais maintenant, il y a des règles du jeu qui sont spécifiques à ce territoire-là. Vous savez à quoi vous en tenez. Maintenant, c'est à vous d'apporter votre contribution. Justement, Gatineau investit beaucoup pour mettre en place ce que vous avez bien défini, ce programme particulier d'urbanisme dans notre petit centre hall, même le grand centre de la ville de Gatineau, que moi je qualifie le centre qui est en fait dans la ville de Hall. Donc, Gatineau investit beaucoup pour mettre ce programme particulier d'urbanisme en place depuis des années, même si nous ne voyons pas une grande différence. La grande différence qu'on voit est beaucoup plus dans les mains des investisseurs. On voit justement la densification arriver, on voit les grands édifices arriver. Et
en même temps, on a la relance du centre-ville, qui est le fameux programme du gouvernement qui dit, après surtout la pandémie COVID, qui dit on doit faire plus parce qu'il y a une dévitalisation des centres-villes et surtout une grande dévitalisation dans notre centre-ville à Gatineau ici à cause des édifices du gouvernement fédéral. Et de plus en plus, je me pose la question et on se pose la question comment faire pour, encore une fois, faire en sorte que les gens reviennent au centre-ville? Vous l'avez dit tantôt, ils sont déjà partis, une grande partie, on a fusionné. Maintenant, la pandémie arrive, les gens sont encore partis dans le sens, ceux qui travaillaient n'y travaillent plus, ceux qui fréquentaient les restaurants, ils fréquentent moins. Et quoi faire pour que justement notre noyau, notre centralité puisse nous servir? Surtout qu'on traverse, et je vais le dire rapidement, vous laissez la parole, on traverse des crises de logement, on traverse des crises d'itinérance, on traverse les problématiques de transport. Comment est-ce qu'on fait pour revenir des 5 coins de Gatineau pour venir au centre-ville? On a des problématiques justement au niveau des commerces. Comment justement faire pour que le plan particulier d'urbanisme ne soit pas l'outil qui est victime de pouvoir, en fait, être le seul à pouvoir répondre à ces enjeux-là? Comment on travaille pour que la vision pragmatique puisse être mise en place? Je vous dirais d'abord, on prend des leçons du passé. Mm-hmm. C'est clair que la promesse de redynamisation qu'on a attachée au grand projet immobilier du gouvernement canadien des années 60, cette promesse, elle n'a pas été tenue. Mm-hmm. Elle ne pouvait pas être tenue. Mm-hmm. On le savait. Il y avait des expériences déjà de même type qui avaient été menées ailleurs, notamment aux États-Unis, et on voyait bien que ça ne donnait pas les résultats qu'on nous annonçait. C'est-à-dire une redynamisation parce que des milliers de gens viennent travailler, ils vont se déverser dans le quartier et ils vont faire émerger des restaurants, des boutiques, etc. Ça ne fonctionnait pas et ça n'a pas fonctionné. Bon. On sait que l'animation d'un milieu, c'est beaucoup les résidents. Je regarde ce qui se passe de l'autre côté, ce qui est en train de se produire à la marge du marché bail, avec la palissade d'édifices à condos. Ce sont des gens qui vont faire vivre le quartier. Là. Ce sont des gens qui vont entraîner toutes sortes d'activités dans leur environnement immédiat. Donc, la fonction résidentielle, elle est importante. Un autre élément qui est extrêmement important et qui vous est particulier, c'est la double vision qui se superpose sur votre territoire ou sur une partie de votre territoire dit centre-ville. Vous avez la vision de la Commission de la capitale nationale qui s'est consolidée à partir des années 60 quand on a abandonné le projet Grébert qui était de raser l'île de Hall au complet pour en faire une succursale d'Ottawa. La Commission de la capitale nationale n'a pas eu les moyens de ses ambitions. Heureusement, et on s'est rabattu sur un territoire un peu plus petit. Ça a correspondu avec la concrétisation d'un vieux rêve qui datait du début du 20e siècle d'avoir une concentration d'activités du gouvernement fédéral du côté québécois. C'est pour ça qu'on a construit les grands immeubles. Ça a correspondu aussi avec la mise en œuvre d'une des propositions de Jacques Grébert, qui était de renaturer le bassin de l'Outaouais entre l'île de Hall et le secteur d'Ottawa, le secteur du Parlement, qui était un cours d'eau qu'on utilisait pour le flottage du bois. Il y avait des industries tout le tour. Et du côté d'Ottawa, on voulait que tout ça disparaisse. On voulait renaturer. Et donc, quand on regarde maintenant le territoire, l'assise du cœur de la capitale, il y en a une partie qui est de ce côté-ci. Et donc, la partie riveraine, on voit bien, là, elle est de plus en plus détachée de l'arrière-pays, du côté de Hall. Elle est de plus en plus intégrée au côté d'Ottawa. C'est-à-dire que c'est une espèce d'immense beigne qui se développe avec des activités somptuaires, avec évidemment la colline parlementaire, les musées du gouvernement fédéral, les édifices à logement de plus en plus nombreux qui essaient d'avoir une vue. Vous aviez le projet Brigitte, à un moment donné, qui était cette volonté d'approprier le plan d'eau et tout ça. Et vous avez le PPU du côté de Gatineau qui traite non pas juste de cette bande-là, qui est obligé de jouer un peu le jeu de ce qui se passe du point de vue de la Commission de la capitale nationale, mais qui traite aussi de l'arrière-pays. Or, l'arrière-pays, les projets qui ont eu cours depuis 30-40 ans, l'ont complètement coupé. On l'a relégué au second plan, puis on le voit autour des grands complexes comme ici, il y a plein de terrains vagues, ça a été massivement démoli, c'est très déstructuré. Et donc, la question, c'est comment peut-on
il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, le petit noyau d'édifices en briques assez sympathique où on a piétonnisé un passage, où il y a l'édifice qui avait été malencontreusement démoli il y a quelques années puis qu'on a réussi à faire reconstruire. Il y a des petits morceaux comme ça, là, qui ont une certaine âme. Ouais. Il y a quelques autres ensembles de maisons anciennes où il y a beaucoup de bureaux de professionnels et tout ça. Ouais. Le problème, c'est que ces morceaux-là sont tous déconnectés les uns des autres. Ouais. Ils ne sont pas vraiment intégrés. On n'a pas un parcours complet. Il faudrait trouver un moyen de mieux intégrer. Éventuellement, il faudrait suturer les vides. Il y a trop de terrains vacants, il y a trop de terrains de stationnement à ciel ouvert. Ouais. Mais il faudrait qu'il y ait un exercice de design urbain. Il faudrait qu'on redessine l'assise de ce territoire-là. Il faudrait qu'on ait un aménagement très fortement intégré qui donnerait déjà en soi une personnalité à ce secteur-là et dans lequel pourrait popper toutes sortes de projets, de factures plus ou moins homogènes, qui auraient chacune leur personnalité. En fait, je vous dirais, il faudrait qu'on traite la partie centrale du centre-ville, l'île de Hall, comme point de départ. Il faudrait qu'on le traite à cette échelle-là, de la même manière qu'on a traité l'ensemble du territoire avec les villages urbains. Tout à fait. Et justement, même le centre-ville lui-même, le petit centre-ville, le petit noyau du centre-ville est déstructuré, je peux dire ça comme ça. Si on regarde, par exemple, les différentes parties, vous avez parlé tantôt du projet Brigitte qui était proche des maisons citées patrimoniales. Vous avez parlé de beaucoup d'endroits et surtout les terrains vacants, les stationnements. Vous avez suivi sûrement la controverse autour du terrain de l'Arena, où était l'Arena Guertin, où on veut mettre le quartier général de la police pour les uns, où les autres ne veulent pas ce genre de structuration de cet endroit qui est quand même énorme. Mais en même temps, cet endroit est habité par les résidents de Gatineau qui sont les personnes en situation d'itinérance avec toutes sortes d'aménagements qui ne correspondent pas à ce que les administrateurs voudraient au centre-ville. Et on a tous ces éléments-là. Vous avez bien dit le mot design, conception architecturale. C'est votre domaine, urbaniste, architecte. Je dirais, comment faire ça? Avez-vous des modèles? C'est une question peut-être aussi rapide, je ne sais pas si vous y avez réfléchi. Avez-vous des modèles? Comment on construit ça? Parce qu'on y va ici à Gatineau, on y va basé sur le permis. Encore une fois, le programme particulier d'urbanisme à l'eau au large, on dit que c'est celui qu'on suit, mais la question que je me pose aussi, quand on développe par exemple le boulevard Maisonneuve, je vais vous dire, je suis pas tout à fait sûr de comment ça s'inscrit quand on compare avec les petites maisons architecturales derrière ce qu'on appelle le quartier du musée. Donc, comment est-ce qu'on dessine en avance au lieu d'y aller petite pièce par pièce pour dessiner cette centralité-là de la ville de Gatineau? Je vous dirais, pour moi, le premier ancrage d'un exercice de design urbain, c'est pas de localiser les bâtiments. C'est de se poser la question, comment vit-on ce quartier-là comme piéton, comme cycliste, comme personne qui se balade à trottinette, comme touriste, planchiste, très accessoirement comme automobiliste, et notamment comment on l'articule, cette vision-là, au transport collectif. C'est-à-dire comment ces deux composantes du transport collectif, les équipements de transport collectif lourds, et tout ce qui permet d'accéder au transport collectif ou qui permet de se déplacer à l'intérieur d'un milieu en mobilité douce, comment on assume la place de cette réalité-là, comment on dessine les lieux pour accueillir cette réalité-là, et ensuite de poser la question, comment on articule le cadre bâti à ce domaine public qu'on a défini de cette manière-là. Pour l'instant, ce qui me concerne, en tout cas, les deux plus récents édifices sur le boulevard de Maisonneuve, à proximité d'ici, c'est pas un exemple. Ce sont des bâtiments en bordure d'une voie rapide. C'est pas un projet d'urbanisme. Ce sont deux projets immobiliers en bordure d'une voie rapide, point à la ligne. Il y a pas d'âme. On donne pas de l'âme au secteur avec ça. On amène des résidents, c'est souhaitable. On augmente le nombre de résidents, c'est tout à fait souhaitable, mais c'est pas un projet urbain.
On ne redéfinit pas l'espace urbain avec des opérations comme celle-là. On accueille des projets immobiliers. C'est pas faire du projet urbain. Des contre-exemples, il y en a plein d'ailleurs. Griffintown à Montréal, c'est un échec complet. Royal Mount à Montréal, c'est un autre échec. Ce sont des beaux exemples où on laisse les promoteurs assumer l'entièreté du leadership. Les promoteurs ne sont pas là pour faire du projet urbain, ils sont pas là pour faire du projet immobilier, du projet immobilier qui est rentable. Par rapport au terrain de l'Arena, là, je peux difficilement me prononcer parce que je ne maîtrise pas suffisamment. Par ailleurs, c'est clair que la crise du logement, la crise de l'itinérance, c'est une situation qui est épouvantable, qui risque de durer encore longtemps parce que même si on se met en mode rattrapage, enfin, on en a pour un bon bout de temps avant d'être capable de régler le problème du logement, et notamment pour les plus démunis. Tout à fait. Et en passant, il faut aussi qu'on arrête de nous faire croire que les promoteurs immobiliers qui font du logement privé sont capables de répondre à l'ensemble des besoins en logement. C'est faux. Il y a eu des crises de logement à répétition en Occident depuis l'industrialisation. La promotion immobilière privée n'a jamais réglé les crises de logement. Elle ne sert que le marché qui est rentable à ses propres fins. Donc, il faut de l'investissement public, il faut du logement social, il faut du logement coopératif, il faut augmenter le nombre de logements qui est hors marché pour sécuriser cette portion du logement. Et ça aussi, ça devrait faire partie d'un plan, c'est-à-dire où on les localise, ces projets-là. Quelle est la priorité qu'on peut leur donner? Comment on peut agir sur le foncier de manière à faciliter des projets d'insertion de ce type de logement-là, dans des contextes où, notamment, il faut qu'on ait aussi une réflexion sur quels sont les services de proximité qu'on va les donner. Ce sont des gens qui sont souvent moins mobiles. Ce sont des gens qui ont des besoins de proximité plus élevés que d'autres, qui ont un statut socio-économique plus privilégié. Donc, il faut aussi se poser cette question-là. Mais pour moi, la grande question, c'est comment assume-t-on le leadership pour qualifier l'espace, pour donner une âme au territoire, donc pour faire du projet urbain au sens européen du terme. Tout à fait. Où essentiellement, ça concerne le domaine public, ça concerne l'accès au domaine public, ça concerne la capacité qu'a une collectivité de s'approprier un espace et la manière de subordonner l'implantation des bâtiments de la promotion immobilière dans cet espace prédéfini. Tout à fait. Je comprends tout à fait les citoyens qui parlent d'acceptabilité sociale dans le développement de tout territoire et surtout du centre-ville. Mais en même temps, je comprends les entrepreneurs qui mettent leurs investissements, comme je dis souvent, la personne l'unité manquante là-dedans, ce n'est pas ni l'un ni l'autre que je viens de mentionner, mais c'est plutôt l'administration publique. C'est la réconciliation, c'est la conciliation. Et la réconciliation, je le dis vraiment bien, parce que c'est ça le rôle de l'agent administratif, c'est de dire, il y a les citoyens qui veulent ça, il y a les besoins qui sont là, il y a l'investisseur qui veut aussi participer à sa manière. Donc, les développeurs ont le dos large parce que ils entrent dans le terrain qui n'est pas tout à fait prêt, avec une vision claire. Alors, s'il n'y a pas de vision claire, le promoteur va complètement trouver une façon, lui, de mettre sa vision. Donc, il manque un élément au milieu qui doit justement agir de façon très claire pour qu'il puisse donner le sens à chaque acteur qui vient dans le développement, que ce soit le développement du centre-ville ou ailleurs. Mais ici à Gatineau, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous vivons la réalité qui est la démolition des bâtiments pour densifier. Et quand on parle de densifier, c'est surtout densifier en hauteur. Mais la question qu'on s'oppose, qu'on continue de s'opposer, est-ce que cette densification-là nous permet de donner au patrimoine ses lettres de noblesse? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous traversons cette relation-là d'acceptabilité sociale entre le patrimoine et le développement immobilier et nous sommes pris là-dedans. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je vous dirais, la première chose, il ne faut pas négliger ce problème-là. Parce que le patrimoine dont il est question, ce n'est pas juste le patrimoine ancien. Il se passe actuellement un phénomène, je ne sais pas ici à Gatineau où ça en est, mais dans la région de Montréal, il y a un phénomène qui est fascinant, c'est la patrimonialisation de la banlieue d'après-guerre. Les gens commencent à se mobiliser pour faire valoir que les ensembles résidentiels pavillonnaires des années des 30 glorieuses, 1945-1973,
c'est du patrimoine. Ils commencent à exiger que la municipalité et les municipalités adoptent des réglementations pour protéger ces ensembles résidentiels contre les transformations qu'on juge abusives. Donc, la question du patrimoine en relation avec la densité, il ne faut pas la banaliser. Ça va devenir un enjeu majeur. Autre élément qui est important aussi quand on parle de densité, vous avez évoqué la hauteur. Il n'y a aucun lien direct entre densité et hauteur. La hauteur est une manière de faire de la densité, mais on peut faire de la densité autrement. Puis on peut avoir des bâtiments de très grande hauteur, mais s'ils sont implantés sur des très, très grands terrains, il n'y a pas vraiment de densification. Tout à fait. Ça, c'est une chose. L'autre élément, c'est que la densification, on la présente comme étant par définition vertueuse. Elle ne l'est pas par définition vertueuse. C'est pas parce qu'on densifie qu'automatiquement, il va y avoir de la mixité sociale. C'est pas parce qu'on densifie qu'il va y avoir de la mixité fonctionnelle. Vous avez déjà sur votre territoire certains pôles de densification où il n'y a pas un commerce. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans un périmètre relativement modeste. Il n'y a pas un seul commerce. Et dans plusieurs de ces ensembles-là, il n'y a aucun transfert modal de l'auto vers le transport collectif. Et surtout l'épicerie. Allez-y, je vous coupe pas. Là, et donc, de nous vendre la densité comme si elle engendrait automatiquement ces éléments additionnels, c'est un peu court. Il faut être très prudent parce que c'est loin d'être démontré que ça fonctionne. Donc, la densité, il faut la penser, il faut la réfléchir. On ne peut pas la faire n'importe où. On ne peut pas la faire à n'importe quelle condition. Parce que ce qui risque d'arriver si on ouvre les livres trop largement, c'est qu'il va y avoir à un moment donné un braquage systématique dans la population. C'est-à-dire qu'on va mettre le feu dans les quartiers en permettant n'importe qui de densifier de n'importe quelle manière. C'est pas une manière de faire. Il faut identifier les territoires. Mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on se pose la question, quel est le patrimoine qui mérite d'être préservé? Ça suppose qu'on soit capable de dire la patrimonialisation ne peut pas être un argument absolu contre toute forme de densification. Il y a des patrimoines qui ont peut-être pas lieu d'être aussi valorisés qu'on les valorise, mais ça suppose qu'il y ait une réflexion collective sur profonde. À quoi est-ce qu'on tient véritablement. Est-ce que la patrimonialisation, c'est juste un argument pour empêcher la densité, beaucoup plus que pour protéger des choses qui ont vraiment de la valeur. Donc, il faut qu'on fasse le départage dans tout ça, parce qu'autrement, ça va être des débats sans fin. On le sait de toute façon, actuellement, la densification versus les quartiers existants, c'est un choc de valeurs. Ce sont des valeurs. Pour revenir aux promoteurs, ce ne sont pas aux promoteurs à faire, ce n'est pas aux promoteurs à faire ces arbitrages-là. Nous devons les faire collectivement à travers nos instances, que ce soit la municipalité, que ce soit un comité consultatif d'urbanisme, que ce soit un organisme de consultation publique. Il faut que nous fassions l'arbitrage collectivement pour ensuite établir des règles du jeu qui vont être opposés aux promoteurs. Il ne revient pas aux promoteurs de décider où on densifie, à quel rythme on densifie, à quelle intensité on densifie. C'est un choix de société. Mais le choix, on doit le faire. Il faut qu'on le fasse. Par exemple, il y a un projet de tramway. Si on fait un projet de tramway et qu'il n'y a pas transformation du territoire qui accompagne le projet de tramway, bien, le projet de tramway, ça va juste être un projet de transport, alors qu'un projet de tramway, c'est un volet d'un projet urbain. Tout à fait. Il faut qu'il y ait un projet urbain qui intègre le transport. Il ne faut pas que le transport soit présenté comme... Et c'est ça la discussion actuelle. Nous discutons de chaque élément de façon, et je dis nous, les élus, surtout les politiciens de la ville de Gatineau, nous discutons de chaque élément séparé. Nous voulons un tramway, parfait. Nous voulons nous assurer que la densification soit un élément qui anime le centre-ville, parfait. Nous voulons le patrimoine, parfait. Alors, chaque élément est séparé de chaque élément, alors que la réalité de ce que nous essayons d'accomplir, que ce soit les citoyens, que ce soit les politiciens, que ce soit les administrateurs de tous les niveaux, ce que nous cherchons à accomplir, est-ce que ce n'est pas construire un milieu de vie de ceux qui sont au centre-ville, c'est-à-dire ceux qui viennent au centre-ville, que ce soit de façon temporaire, mais aussi ceux qui vivent au centre-ville. Et la question qui devient de plus en plus difficile, c'est de savoir qui voulons-nous inviter au centre-ville. Vous avez parlé tantôt de mixité sociale. Est-ce qu'on veut que le centre-ville soit justement un endroit où vivent seulement ceux qui ont la capacité monétaire de payer un logement de 2 500 $ qui est probablement moins de 2 chambres? Est-ce que c'est ça que nous cherchons à travers la densification? Quand on parle de patrimoine, est-ce que nous voulons justement garder ces maisons-là qui ne sont pas rénovées de façon justement patrimoniale et qui deviennent une
invitation à venir au centre-ville. Alors, ce débat-là se passe et je crois, moi, si je comprends tout ce que vous dites, c'est ça, en fait, la définition d'une vision long terme. Il faut qu'on puisse considérer tous les éléments que nous voulons, qui répondent aux enjeux. Qu'est-ce que nous faisons du logement social, par exemple? Est-ce que le logement social, c'est la même chose que le logement abordable? On le sait tous que ce n'est pas la même chose. Alors, c'est là où le rôle des administrateurs et des élus devient très important et où la science devient quelque chose de très important. Vous êtes un scientifique, vous êtes un chercheur. Alors, comment pensez-vous que le milieu universitaire, pour revenir à la question justement de la donnée, nous avons l'Université du Québec en Outaouais ici, qui est justement dans le quadrilatère du centre-ville. Comment pensez-vous que l'UQO, si je peux le dire, l'appeler comme ça, quel type de rôle l'UQO devrait jouer pour la définition d'une vision claire et long terme, disons 2030-2050 pour le centre-ville de Gatineau? Je vous dirais que fondamentalement, les universitaires ont un rôle à jouer au service de la société civile, c'est-à-dire d'apporter de l'information, de développer un regard critique sur certaines choses, notamment, bon, quand je parlais tantôt que la densification n'est pas vertueuse par définition, nous avons l'obligation de le rappeler continuellement parce qu'on nous force la main pour accepter la densification avec toute une série de justifications qui ne tiennent pas la route. Bon, je prendrai un autre exemple. Le troisième lien à Québec, c'est la même chose. Il n'y a pas un expert au Québec, mais pas un seul qui a dit que c'était une bonne idée. Nous sommes là pour ça, pour insister, pour dire ce n'est pas une bonne idée. Vous avez eu d'ailleurs un débat ici sur le 6e lien de votre pont. Et j'ai deux collègues, notamment Catherine Morancy de Polytechnique, qui sont venus expliquer aux élus que si vous pensez que vous allez régler un problème de circulation avec un pont, vous vous gourrez complètement. Les 50-60 dernières années nous montrent que ça ne marche pas. On génère de la circulation quand on augmente la capacité des infrastructures et on finit par être dans une situation qui est pire que celle à laquelle on s'est attaqué. Nous sommes là pour ça, notamment. Nous sommes là aussi pour insister sur le rôle que l'État, que le public peut jouer. Je disais tantôt, il ne revient pas à des promoteurs de faire du projet urbain. Certains promoteurs peuvent participer plus que d'autres à la définition d'un projet urbain. En Amérique du Nord, une grosse proportion du cadre bâti relève du secteur privé. Ça va continuer comme ça. Par contre, pour revenir à la question de la mixité, si on veut de la mixité, on sait qu'il ne faut pas l'attendre des promoteurs privés. La mixité, entre autres, pour les plus démunis, c'est du logement social, c'est du logement coopératif, c'est du cohabitat. Ce sont des formules éprouvées, mais ça suppose que la municipalité travaille d'une manière particulière avec ces acteurs-là parce qu'ils ne travaillent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes moyens que les grands promoteurs immobiliers. Donc, il faut qu'on assume cette dimension-là. Si on la veut, la mixité, il faut qu'on pose des gestes conséquents et non pas juste l'évoquer en disant « nous la souhaitons ». La promotion immobilière ne la livrera pas. Ce n'est pas le rôle des grands promoteurs, ce n'est pas dans leur ADN, ce n'est pas leur mission. Donc, il faut que là-dessus, on soit très, très clair. Ensuite, évidemment, c'est comment on fait les arbitrages entre tout ça. Tout à fait. Les universitaires peuvent aider aussi. On peut avoir des universitaires qui viennent, par exemple, en début d'une séance de consultation. On peut demander à des universitaires de venir porter leur éclairage, c'est-à-dire à la lumière de ce qu'ils ont vu ailleurs, à la lumière de ce que la littérature nous dit. Comment est-ce qu'on devrait aborder ce problème-là? Là? Quelles sont les choses auxquels on devrait être attentif? Quels sont les risques de dérapage? Quels sont les pièges auxquels on va être, tout à fait. Placé en situation? Et je reviens sur la question du 6e lien. C'était ça le but de faire venir deux spécialistes en transport. C'était de venir dire, c'est pas une bonne idée. Vous pensez que c'est une bonne idée? C'est sur l'air d'aller, ça paraît être le gros bon sens. Le gros bon sens n'est pas toujours du gros bon sens. Puis dans ce cas-là, c'est pas ça qu'il faut. Et c'est là-dessus. Tout à fait. Je voudrais revenir aussi rapidement, parce que vous avez évoqué le cas de l'Aréna, la centrale de police et les campements temporaires. Oui. C'est épouvantable, cette situation-là.
Et la grande question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment peut-on en sortir plus durablement? Comment peut-on éviter que ça se reproduise à nouveau dans 10 ans, dans 15 ans? Ou, pire que ça, comment s'assurer que si effectivement on continue à densifier, on continue à construire, comment s'assurer qu'on ne soit pas tenté de repousser ces gens-là dans des espaces plus marginaux pour qu'ils soient moins dérangeants? Parce qu'on voit, là, c'est ce qui se passe dans presque toutes les villes présentement. Là. Oui. Les campements, là, on les marginalise de plus en Oui, plus. oui, Ça ne oui, sera oui, jamais une solution durable. oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour mieux supporter les besoins? Et je reviens à quelque chose qu'Henri Lefebvre mentionnait dans son ouvrage « Le droit à la ville » dans les années 60, Le droit à la ville. où il disait nous devrions nous préoccuper davantage de l'habiter. À force de transformer l'habitat en produit financier, nous allons tuer l'habiter. Et c'est ça qui est important, l'habiter. C'est comment on vit un milieu, comment on habite un milieu, comment on vit en collectivité dans un milieu, comment on cohabite à titre de résident avec des visiteurs qui peuvent être dérangeants de temps en temps quand on organise un festival puis que ça se finit un peu trop tard, ça fait un peu trop de bruit, tout ça. Comment on organise la vie en collectivité, parce qu'un centre-ville, par définition, c'est de vivre en collectivité avec tous les atouts, les avantages que ça comporte, mais aussi avec un certain nombre d'inconvénients. Et donc, il faut revenir à cette notion des modes de vie, à cette notion de l'habiter, plutôt que de se concentrer seulement sur l'habitat, c'est-à-dire le nombre de logements, la densité, etc. Et surtout, repenser la notion d'équité. Parce que pour le moment, le centre-ville, je vois les grues qui montent, qui érigent des édifices en hauteur. Je ne suis pas contre, mais combien de ces gens-là qui se trouvent dans les campements à côté, ici à côté, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment ici à côté, et on est au centre-ville maintenant, combien de ces gens-là peuvent avoir un logement dans ces édifices qu'on est en train d'ériger, dans ces logements qu'on est en train de construire au centre-ville? Est-ce que nous sommes équitables comme élus, comme, je dirais, investisseurs, la responsabilité sociale des élus, la responsabilité sociale des investisseurs, la responsabilité sociale des citoyens aussi, parce que ce sont les citoyens qui votent, ce sont les citoyens qui décident. Est-ce que nous pouvons nous dire que nous pensons de façon claire et de façon convaincante à l'équité dans nos choix de logement, dans nos choix d'attribution de services de santé? Nous avons un hôpital qui s'en vient. Est-ce que nous pensons justement que ces éléments-là dont on parle, le quartier général de la police, l'hôpital, va servir réellement ces campements, que ces projets des promoteurs que nous mettons au centre-ville, est-ce qu'ils vont servir les gens qui vivent dans les campements? Cette notion d'équité, je crois que les universitaires peuvent nous aider à y répondre et surtout à y penser. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai proposé un scientifique en chef qui est dans une des directions de notre administration pour pouvoir amener la donnée, pour nous informer. Mais vous êtes justement dans ce domaine-là. Pensez-vous qu'on progresse vers l'équité pour conclure? Des choses que je mentionnerai dans tes jeux, c'est que la fiscalité municipale est peu propice à des réflexions porteuses d'avenir en termes d'équité. C'est clair que les municipalités sont dans des situations où on leur balance de plus en plus, depuis 20-30 ans, de responsabilités. Les enveloppes budgétaires ne suivent pas. Et donc, on est obligé de composer avec la situation, ce qui fait qu'on est obligé d'accepter de l'immobilier. Une des manières de penser l'équité, du point de vue de l'habiter, c'est-à-dire du droit à tout un chacun d'avoir un choix de localisation de son lieu de résidence, c'est, par exemple, d'éviter d'éparpiller les projets de redéveloppement. Un des effets pervers de ce qui se passe dans beaucoup de municipalités actuellement, puis c'est le cas ici aussi, c'est que quand on fait des programmes particuliers d'urbanisme et qu'on ouvre le jeu, par exemple en changeant les densités, en changeant les hauteurs, et en le faisant de manière élargie, c'est qu'on crée un nouveau marché foncier qui se superpose au marché foncier précédent et qui crée des distorsions énormes. Par exemple, si vous avez un terrain avec une petite maison et qu'on construit une tour résidentielle à côté de chez vous, rapidement, votre terrain va valoir plusieurs fois le prix de votre maison. Tout à fait. Le sort de la maison, il est scellé. Oui. Elle est appelée à disparaître. Et donc, si on n'est pas attentif à ces dynamiques-là, si on permet à tout un chacun de faire des projets qui sont en distorsion forte par rapport au milieu d'inscription un petit peu partout, c'est qu'on crée une espèce de climat
qui est propice à une évolution du territoire qui en écarte d'autres. Et donc, si on veut qu'il y ait droiticité pour d'autres types de concitoyens, il faut qu'on épargne certains morceaux du territoire, il faut qu'on les soustrait à ces dynamiques-là pour être capable ensuite de privilégier la construction de logements sociaux, de logements coopératifs et tout ça. Parce que ces types de production de logements ne sont pas concurrentes par rapport au grand marché immobilier. Ils ne sont pas capables de concurrencer. Donc, il faut qu'on leur crée des conditions qui leur sont spécifiques. Et ça, ben, là aussi, on peut avoir l'aide des universitaires qui sont en Sciences Po, qui sont en sciences humaines, qui sont dans d'autres domaines pour comment bâtit-on une vision qui fait place à tous les citoyens, qui reconnaît tous les types de citoyenneté, puis ensuite, comment on la fait atterrir sur le territoire. Où est-ce qu'on la fait atterrir et comment on la fait atterrir sur le territoire. D'où pour revenir à ce que vous avez dit tantôt, d'où l'intérêt d'avoir une vision bâtie aussi sur le design, comment est-ce qu'on s'imagine le centre-ville à l'intérieur de Gatineau, mais tout Gatineau, comment est-ce qu'on se l'imagine dans le positionnement de cohabitation entre les différents types de bâtiments, mais aussi entre les différents styles de milieu de vie qui sont vraiment différents dépendamment justement de la réalité historique, ou même, quand je parle d'histoire, je ne parle pas des années avant Jésus-Christ, je parle même de l'histoire récente, vous l'avez dit tantôt. Alors, Monsieur Baudet, je vous remercie beaucoup. Pensez-vous avoir quelque chose à ajouter avant qu'on conclue notre conversation? Ben, je ferais juste évoquer un aspect particulier de la crise du logement, le fait que l'Université du Québec est obligée de faire un appel aux citoyens pour abriter, pour loger des étudiants, parce qu'on avait peur de perdre une partie des étudiants qui ne pourraient pas trouver à se loger. Ça montre à quel point la crise, elle est effectivement importante et qu'elle a des répercussions dans toutes sortes de domaines qu'on soupçonnait à peine il y a une décennie. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre vision. Surtout, je remercie tous les Gatinoises et tous les Gatinois de nous écouter. Et vous savez, c'est en écoutant les experts, c'est en écoutant les scientifiques, c'est en écoutant les citoyens ordinaires qu'on va réussir à façonner une vision long terme pour notre centre-ville qui va sincèrement inspirer notre ville de Gatineau, 4e grande ville au Québec. J'aimerais qu'on puisse un jour être fiers de nous émerveiller devant notre centre-ville, parce que sans centre-ville, je crois que la ville perd beaucoup. Alors, j'espère que nous pourrons construire une ville où cohabitent tout type de population, je devrais dire, toutes les catégories de population, tous les niveaux sociaux. Et je vous dis que la prochaine fois, je vais continuer tout simplement de rencontrer tout ce beau monde qui nous permettra de façonner l'avenir de notre centre-ville. Je vous remercie et à bientôt.